La structure préconise la professionnalisation des acteurs. Une rencontre s'est tenue sur la question. Et puis dans la série sur Grand Yoff, nous parlerons ce soir des difficultés de circulation avec les travaux de construction du pont de l'Émergence, des difficultés qui vont prendre fin avec la livraison prochaine de l'infrastructure. Nous verrons aussi un autre aspect de Grand Yoff, la diversité culturelle. Plusieurs ethnies cohabitent sans problème. Dans le cadre de sa visite officielle au Kazakhstan, le président Macky Sall était ce samedi à l'université Nazarbayev, symbole de la grandeur des réalisations dans ce pays. Le chef de l'État y a animé une conférence sur les affinités entre le Sénégal et le Kazakhstan, comme la tolérance, le respect de la diversité, des valeurs qui donnent aux deux pays des raisons de coopérer plus efficacement. Envoi spécial Oumar Ning. De la visite officielle du président Macky Sall, on retiendra cette étape. Voici l'université Nazarbayev, du nom du président de la République du Kazakhstan. Un temple du savoir emblématique de la grandeur de ce pays, avec son bloc administratif, ses stades modernes et son complexe hospitalier. Ici, la présence du président Macky Sall est hautement appréciée. Monsieur le Président, j'ai dit, c'est le symbole économique tant que politique qui va être un modèle pour le reste du continent. La conférence est une nouvelle occasion pour le chef de l'État de mettre en relief le rapprochement entre le Sénégal et le Kazakhstan. De Dakar à Astana, nous avons parcouru plus de 8600 km. Et malgré cette distance, nous nous sentons comme chez nous ici. Parce qu'il y a quelque chose d'essentiel qui réduit la distance et qui rapproche les peuples. Je veux évoquer les affinités fortes que partagent nos peuples. Le Sénégal et le Kazakhstan sont deux pays de diversité culturelle, de foi, deux pays où un islam majoritaire cohabite pacifiquement avec d'autres religions. Nous sommes deux pays animés par l'esprit d'ouverture et de dialogue. Voilà pourquoi le Sénégal avait parrainé et soutenu l'admission du Kazakhstan à l'Organisation de la coopération islamique. Parce que nous étions convaincus de la contribution essentielle que votre pays pouvait apporter au rayonnement de la Oumma islamique et à la paix dans le monde. Voilà donc deux pays qui fascinent par leur proximité. Dans un monde d'incertitude et de crise, ils ont forcément les solutions. Aujourd'hui, les servitudes matérielles tendent à dominer la noblesse d'esprit que confèrent les valeurs éthiques et morales. C'est ainsi que l'homme devient un loup pour l'homme, selon la formule de Thomas Hobbes. Ainsi se pose à notre humanité commune la question philosophique de la finalité humaine. Que fait l'homme sur terre? Mais là, je voudrais donner un proverbe sénégalais qui dit « Nit nitei garabam ». Contrairement à Thomas Hobbes, dans notre tradition, nous considérons que l'homme est un remède pour l'homme. Que fait l'homme sur terre à cette question? Votre pays a répondu par la réussite de son processus de dénucléarisation, par sa foi dans le dialogue des cultures et des civilisations et par sa stratégie de développement. Nourli Yol voit vers l'avenir. Ces réponses combinées portent les noms de paix, de développement et de bien-être comme destin de l'homme sur terre. Le Sénégal croit fermement à ce destin. Et c'est là une autre affinité qui nous lie. Nous avons foi en ce qui fonde la coexistence pacifique des peuples,
C'est sur ces valeurs essentielles que le peuple sénégalais a bâti son idéal de nation avant son indépendance en 1960. Le dialogue qui a suivi démontre la qualité du cours magistral. Le président Macky Sall a donné plus de hauteur par des réponses pertinentes. Parmi les centres d'intérêt, l'agriculture, un secteur pilier du plan Sénégal émergent, dans lequel notre pays a des atouts. Dans le plan Sénégal émergent, l'axe numéro 1, c'est la réforme du système de production. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire le saut vers la mécanisation par les tracteurs, par les moissonneuses-batteuses, ce qui fait que les rendements ils sont multipliés par 10 ou par 15. Et c'est pourquoi, sur les mêmes superficies, nous avons pu l'année dernière obtenir le doublement de la production. Par exemple, en riz, où nous avons produit 900 000 tonnes de riz paddy, contre 450 000 avant. Nous avons pu en même temps, l'année dernière, produire 1 100 000 tonnes d'arachides, contre 200 000, 300 000 tonnes auparavant. L'éducation est naturellement un secteur à explorer. Le président Macky Sall évoque la possibilité d'échange d'étudiants et de programmes entre les universités sénégalaises et ce chef-d'œuvre architectural qu'il apprécie hautement dans ce livre d'or qu'il a signé, louant ainsi une vision ultramoderne. Vous pourrez suivre après ce journal l'intégralité du discours prononcé par le chef de l'État ce samedi à l'université Nazarbayev du Kazakhstan. Sachez aussi que le président de la République a reçu les responsables de l'exposition universelle Astana 2017. Le chef de l'État a confirmé la participation du Sénégal à cet événement qui aura lieu dans la capitale kazakh sur le thème énergie du futur, action pour la durabilité mondiale. Le ministre en charge du commerce était l'hôte de l'Union des commerçants industriels du Sénégal. Cette visite de Alioune Sarr au siège de l'UNACOIS a été l'occasion d'évoquer les différents problèmes que rencontrent les opérateurs économiques. C'est après la fermeture de la frontière avec la Gambie et suite au blocus imposé par les transporteurs sénégalais en réponse à la hausse du prix de la traversée. Alassane Diédhiou. C'est la deuxième fois en un peu plus de 2 ans que le ministre Alioune Sarr, accompagné de ses proches collaborateurs reçus au siège de l'Union des commerçants et industriels du Sénégal, UNACOIS, par le président Idi Thiam, entouré des membres du bureau élargi. L'UNACOIS est un partenaire très important du gouvernement dans la politique de baisse des prix, mais surtout la politique de préservation des pouvoirs d'achat. Vous savez que depuis 2012, il y a un protocole d'accord qui a été signé avec l'UNACOIS qui nous a permis, sur l'ensemble des produits de première nécessité, d'avoir justement soit une baisse, soit une stabilisation. Sur le riz, sur le sucre, sur l'huile, sur la tomate, sur l'oignon, etc. Et les résultats sont là, puisque dans le cadre des travaux entrepris dans le comité de régulation des prix des denrées, nous avons les résultats qui font que le Sénégal aujourd'hui a le taux d'inflation l'un des plus bas au niveau de la sous-région. Cette séance de travail qui s'est déroulée dans une ambiance détendue n'a éludé aucune question. Parmi les questions d'actualité incontournables, les conséquences de la fermeture de la frontière gambienne dans le secteur des échanges commerciaux. Il y a plus de 250 chargements qui aujourd'hui sont bloqués à la frontière. C'est encore prématuré à notre niveau d'évaluer le volume d'affaires que cela continue. Mais ce qui est clair, c'est que c'est une situation très pénible pour les commerçants, pénible pour l'économie de notre pays et pénible également pour la Gambie et certainement pour nos autorités respectives. Donc c'est une situation dont nous souhaitons que les autorités y trouvent une solution le plus rapidement possible pour qu'on puisse la dépasser, parce qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Aussi bien le Sénégal que la Gambie sont engagés dans un processus d'intégration économique qui met en avant la libre circulation des personnes et des biens. L'intégration, où vous savez que le Sénégal est un défenseur ardent de l'intégration sous-régionale, puisque nos marchés sont trop étroits. Et le Sénégal aujourd'hui, et je voulais vous le rappeler, fait la moitié des exportations dans la sous-région. Près de 455 milliards, faites par les secteurs privés que nous avons ici. Donc je crois que tout ce qui concourt à renforcer l'intégration sous-régionale, naturellement, est le bienvenu. Et le Sénégal et la Gambie sont unis par le sang, ces deux peuples frères. Et naturellement, toute crise est appelée à être dépassée pour que nous puissions regarder en avant.
En marge des questions relatives aux échanges commerciaux et aux difficultés inhérentes à l'intégration économique au sein de la CEDEAO, notamment les obstacles non tarifaires, le ministre Alioune Sarr a mis à profit cette tribune pour sensibiliser ses interlocuteurs sur les enjeux qui sous-tendent les prochaines élections consulaires prévues à la fin de 2016. L'autorité de régulation des marchés publics du Sénégal et la Cour suprême se donnent la main pour une meilleure gestion des dossiers des marchés publics. Cela fait suite aux lenteurs constatées dans la gestion des contentieux. Des échanges sont entamés pour une professionnalisation des acteurs. Philomène Constance Diagne. Des dossiers de marché public bien traités et à des dates limites. Une bonne application et une maîtrise du code des marchés publics. C'est vers ces objectifs que tendent magistrats et régulateurs pour un meilleur système de gestion. Il est arrivé que des procédures de passation de marché public fassent l'objet de recours devant la Cour suprême. Et nous avons constaté que parfois, avant que n'intervienne la décision de la Cour, les marchés sont exécutés. Ça pose plusieurs problèmes. Il y a le problème pour les autorités contractantes de l'urgence, de l'intérêt général, et il y a le problème pour les juges de la Cour suprême que nous sommes de respecter les délais que nous impose la loi. Pour le traitement de chaque affaire, la loi nous impose des délais. Et à la pratique, nous nous rendons compte que ces délais n'étaient pas pertinents pour les procédures de passation de marché public, parce que c'est des délais qui vont de 6 mois à 1 an. Cette rencontre entre acteurs troisième du genre devrait aider à la professionnalisation des régulateurs. Ces derniers traitent souvent des litiges avec des décisions non juridictionnelles. Le juge et le régulateur doivent bâtir une certaine complémentarité. Mais comme vous le savez, le temps du juge n'est pas le temps du régulateur. Le régulateur a des préoccupations, notamment basées sur comment créer un environnement d'efficacité du secteur dont il a en charge. Et c'est dans ce cadre-là qu'il nous paraît important, dans le cadre de la collaboration entre le régulateur et le juge, de développer des espaces d'échange et de formation dans le domaine des marchés publics. Transparence, célérité et efficacité sont les buts recherchés dans la gestion des marchés publics, dans un contexte où l'État du Sénégal a engagé un important processus de développement avec le PSE, ce qui nécessite une meilleure appropriation par les acteurs de la commande publique et des procédures de passation de marché. Promotion de la science et de la technologie au service du développement. Le ministère de l'Enseignement supérieur, Sénécole et l'Université Cheikh Anta Diop ont organisé un concours de robotique du 17 au 21 mai. Le PAM African Robotics Competition a donné l'opportunité aux différents participants de montrer comment la technologie peut être au service de l'agriculture. La compétition a eu lieu au stadium Marius Ndiaye, Jean Dior. 4 jours ont suffi pour former plus de 200 élèves de quelques collèges et lycées du Sénégal à la confection et programmation de robots. Au 5e jour, un concours pour les évaluer. D'abord sur la robotique 1, où l'acteur doit suivre un circuit afin de toucher 3 drapeaux. La seconde est axée sur la technologie au service de l'agriculture, le thème de cette édition. Et pour la dernière compétition, les élèves doivent faire récolter les robots. La compétition panafricaine de robotique, une initiative prometteuse. La robotique est une discipline très avancée en technologie et très prometteuse et accessible à nos élèves, accessible à nos enfants, accessible même aux adultes qui s'intéressent à cela, puisque ces élèves n'ont reçu qu'une formation en 4 jours et ils ont pu faire bouger des robots, leur faire des actes. L'objet n'est pas que de faire bouger des robots, mais de traduire une vision, celle de faire de la science et de la technologie des disciplines attractives. Et cette politique conduit aujourd'hui à une véritable démarche de promotion de la culture scientifique à travers ces compétitions, mais à travers aussi la cité du savoir
qui est en train d'être érigée à Diamniadio sur 14 hectares. Et je citerai la Maison de la Science dont la construction a démarré, qui comporte un aquarium géant, qui comporte un espace de démonstration où ces jeunes pourront venir faire de la robotique, faire des expériences de chimie, de physique, d'électronique, de technologie, toutes sortes d'expériences. Et enfin, le planétarium. L'engagement et la détermination ont fini par récompenser. L'école Mariam Abba, le lycée John Fitzgerald Kennedy et celui de Blaise Diagne ont remporté les premiers prix des 3 compétitions. Chaque membre d'une équipe a droit à une tablette, puis 5 ordinateurs pour l'école et une enveloppe de 250 000 francs CFA. Parlons du projet de modernisation des Dara. La Fédération nationale des associations de maîtres coraniques salue l'initiative, mais elle émet quelques objections sur les textes législatifs et réglementaires du projet. Les maîtres coraniques ont remis leur contribution au ministre de l'Éducation, Pape Kolingom. Poignée de main et remise du document de référence. Par ce geste, la Fédération nationale des maîtres coraniques du Sénégal apporte sa contribution à l'élaboration de textes beaucoup plus appropriés pour l'amélioration de l'enseignement coranique. La Fédération est venue ici au ministère de l'Éducation nationale pour remettre son document qui porte sa réflexion et sa vision par rapport au système de l'enseignement coranique au Sénégal. Ce document est précieux. Et si vraiment il est pris en compte, nous sommes persuadés que nous pouvons vraiment entamer un processus de réforme globale, consensuelle entre les acteurs et l'État du Sénégal. Après réception du document, le ministre de l'Éducation nationale s'est félicité de la démarche exemplaire des maîtres coraniques. Serigne Mbaye Thiam leur a indiqué que leur contribution sera exploitée lors d'un atelier national afin de finaliser les textes de loi et décrets sur les Dara. Le document venant d'être remis au gouvernement, qui a reçu aussi des contributions d'autres acteurs et partenaires du sous-secteur, nous allons demander à nos services techniques de convoquer rapidement un atelier national entre tous les acteurs, tous ceux qui ont des idées, pour que dans la transparence, on puisse discuter des différentes contributions en vue de finaliser les textes de loi et de décrets sur les Dara. La modernisation des Dara est un projet que l'État du Sénégal a mis en place il y a 2 ans. Il s'agit pour le gouvernement de corriger un déséquilibre dans le système éducatif en mettant tous les apprenants dans les mêmes conditions d'apprentissage. Il nous faut repenser la famille face aux mutations. Ce sont là les propos de la directrice de la famille qui prenait part à la célébration de la Journée internationale de la famille qui s'est tenue le 20 mai. Un panel a permis de revisiter les orientations de la résolution 47-237 des Nations Unies dans le cadre de la protection des familles. Abasso. Dans le monde, des politiques sont mises en œuvre en faveur de nos familles respectives. Cette volonté matérialisée par le système des Nations Unies est respectée au Sénégal à travers le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfance qui a initié cette rencontre conformément à la résolution 47-237. Cette résolution est passée au peigne fin. Il nous faut maintenant repenser la famille. Nous savons tous que cette famille traditionnelle tend à disparaître avec ses valeurs, avec tout ce qu'il y a de bien. Et il y a une influence forte des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il nous faut donc repenser, revoir, réfléchir comment avoir une excellente politique familiale qui permettra donc de lutter contre tout ce qui bloque l'émergence des familles. La famille, considérée comme la cellule de base de toute société, reste et demeure un cadre approprié de dialogue et d'échange et surtout d'éducation. Mais parfois, il est noté des conflits, d'où l'importance de la sensibilisation sur le rôle que doit jouer la famille dans la société. La famille a une composition multiple. Donc tous ces éléments doivent être protégés et nous devons bâtir des politiques pour eux. Aujourd'hui, même cette journée participe dans la sensibilisation, mais également dans le plaidoyer pour la mise en place de politiques fortes à l'intention de la famille, mais également des membres et des composantes de la famille. J'ai tantôt cité les enfants, les femmes, mais également les personnes âgées. Et toutes les politiques d'abord doivent partir de la famille avant
vraiment de toucher le niveau communautaire. Les familles, une vie saine et un avenir durable, c'est le message livré par la communauté internationale, un thème approfondi à l'occasion du panel qui a réuni les différentes couches de la société sénégalaise. L'Assemblée nationale s'engage pour l'élimination du paludisme. C'est à travers sa commission santé et action sociale, un pacte lie désormais les députés au PNLP. Il s'engage à porter le plaidoyer pour l'accentuation du combat et la recherche de financement, surtout interne. Les parlementaires comptent mettre le paludisme au cœur des débats à l'hémicycle. Oumar Diaw. On croirait des étudiants hyper concentrés sur des copies d'examen que le surveillant ne tardera pas à ramasser. Rien de tout cela, les évaluations sont derrière eux. Il s'agit plutôt d'un engagement en faveur de la lutte contre le paludisme. Est-ce que d'abord c'est un choix? Je crois que c'est une obligation pour tout homme et pour tout Sénégalais de s'engager à lutter contre le paludisme. Notre action, c'est quoi? C'est aller dans le sens de la recherche de solutions aux problèmes de nos populations. L'engagement des membres de la commission santé est ainsi formalisé, mais ils ont toujours porté le plaidoyer. Cet engagement n'est en fait qu'un renouvellement du pacte qui lie l'Assemblée nationale au secteur de la santé. Quand il y a une bonne prévention, il y a un environnement sain et il y a une prise de conscience des populations, on peut combattre le paludisme. Et c'est dans ce sens que nous nous engageons. Et nous nous engageons également dans le cadre des objectifs de développement durable. Se projeter dans la durée, c'est protéger davantage les femmes en grossesse et les enfants si vulnérables. Cette dame, connue comme une Amazone de la lutte contre le sida, élargit son champ d'action. Je m'engage parce que, effectivement, nous attendons encore plus de contributions venant des ressources domestiques. Il nous faut des ressources domestiques. Les financements extérieurs sont en train de tarir et l'engagement des députés peut contribuer à l'adoption de lignes budgétaires plus conséquentes et à une meilleure sensibilisation. Leur voix, certainement, amélioreront ce que nous sommes en train de faire comme travail parce que c'est de hautes personnalités qui sont bien écoutées par les populations. Désormais, un pacte lie les parlementaires au programme national de lutte contre le paludisme. Au PNLP, on multiplie les initiatives pour que l'objectif zéro palu ne reste pas qu'un simple slogan. Le projet de réécriture de l'histoire générale du Sénégal va livrer ses premières productions courant 2016. L'annonce a été faite ce samedi à l'hôtel de ville de Dakar. Le comité de pilotage avait convié les parties prenantes à une journée bilan d'étape. Plus de précisions avec Mamadou Samambo. Sur ces pages, sur les ordinateurs, tout comme devant les micros, s'écrit ici l'histoire générale du Sénégal, des origines à nos jours, histoire vue de l'intérieur. Lancé en 2013, le projet a depuis fait du chemin. À l'heure actuelle, on peut affirmer, sans courir le risque d'un désaveu, que le projet a atteint sa vitesse de croisière. On veut montrer dans le cadre donc de l'histoire générale du Sénégal que nos populations n'ont jamais vécu dans un désert scientifique. Et que si ces populations ont vécu et survécu jusqu'à nos jours, c'est qu'il y avait des connaissances scientifiques solides au niveau de nos terroirs, au niveau de toutes nos régions. 8 commissions au total, des centaines de contributeurs de tous bords transcendent écoles et obédiences pour réécrire 350 millions d'histoires de chez nous. La commission à laquelle j'appartiens, en termes de chronologie, couvre peut-être 95% des temps historiques, parce que nous allons commencer de la géologie du Sénégal jusqu'à la fin du premier millénaire après Jésus-Christ. Parmi ces civilisations, celle du fer, qui nous revient plus tard sous le nom de métallurgie. On sait que la métallurgie est née en Afrique il y a 3500 ans avant Jésus-Christ. Et l'Afrique jusqu'au XVIe siècle était à la pointe des savoirs sur les questions de la métallurgie. Les commissions se donnent jusqu'en fin 2016 pour mettre sur les rayons et dans les bibliothèques les premières productions avec toute la qualité et la valeur scientifique requise. On n'est pas en rythme TGV, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de méthode, on a besoin de précision, on a
surtout besoin d'être dans une perspective cognitive extrêmement fine. Cela méritait d'être dit. Il fallait pour cela que nous puissions organiser de façon méthodique le travail, que nous puissions nous répartir les tâches, que nous puissions rappeler les missions, d'autant que nous avons déjà élaboré un code de conduite, nous avons défini des normes de rédaction et nous avons également créé tout un climat qui nous permet de coopérer dans la fraternité. Les ressources humaines et le corpus de connaissances pleuvent au comité scientifique, mais, précisent les animateurs du projet, il faut beaucoup plus d'argent pour mettre le turbo. Voyons la série sur Grand Yoff, un passage obligé pour les véhicules en provenance de la banlieue et en partance pour la banlieue, ce qui rend la circulation dense sur cet axe. Avec les chantiers du pont de l'Émergence, la situation est devenue plus compliquée pour les automobilistes. Fantabachi. C'est l'habituel scénario sur cet axe Grand Yoff, Nabil Choucair, Grand Médine, pont de l'Émergence. Ici, heure de pointe ou pas, particuliers, gros porteurs et transports en commun roulent à un rythme soutenu. Je conduis la ligne 5. On perd énormément de temps ici à Grand Yoff. Chaque jour, on est obligé de subir ce calvaire. En plus, ça épuise nos membres inférieurs qui sont tout le temps sur l'embrayage. Obligés de faire avec, d'autres jouent au plus fin et passent par les ruelles, même les plus étroites du populeux quartier de Grand Yoff. Mais ils finissent par déboucher sur cette voie principale et ajouter aux embouteillages monstres. La circulation a toujours été difficile sur cet axe et c'est notre itinéraire. On ne peut le contourner. Avec les chantiers du pont de l'Émergence, c'est devenu pire. Ils doivent accélérer les travaux. Grand Yoff est le point que nous redoutons le plus. Grand Yoff, arrêt Pikine. Les véhicules de transport en commun stationnent ici en permanence pour embarquer des clients. Ce stationnement, qui dure parfois quelques minutes, contribue au ralentissement de la circulation sur cette route qui débouche sur Nabil Choucair. On en est tellement conscient. Peut-être il n'y a pas tous les moyens à notre niveau maintenant pour améliorer cette condition que vous avez trouvée ici de la mobilité urbaine. C'est notre plus grand souci. Je crois que c'est dû à l'échangeur qui est en cours. Donc je crois que sous peu ce sera de mauvais souvenirs. Pourtant, le chantier du pont de l'Émergence avance à grands pas et sa livraison est prévue dans 1 mois. En attendant sa mise en service, les automobilistes vont encore devoir supporter ce calvaire. Beaucoup de difficultés sur les routes de Grand Yoff, mais il faut dire que le quartier fonde un grand espoir sur la mise en service prochaine de l'échangeur de l'Émergence. Débouché naturel du quartier, l'ouvrage devra aider Grand Yoff à décongestionner ses voies de communication. Les explications de Mamadou Samambo. Grand Yoff aux heures de pointe. Il faut mettre la pédale douce et rester concentré sur les feux de stop. L'on avance difficilement, rognant ainsi sur le temps de travail et donc sur les économies, mais pas seulement. Le temps de repos aussi, avec plus de stress et un impact certain sur la santé des populations. Une situation explosive qui va bientôt céder la place à plus d'aisance dans la mobilité à Grand Yoff. La lueur d'espoir vient d'ici, l'échangeur de l'Émergence. Avec son design en forme de trèfle, l'ouvrage est composé de 2 boucles de 4 bretelles, dont 2 qui desservent directement le quartier Grand Yoff. Mieux, la rampe de l'échangeur avec ses 3x3 voies permet d'absorber le trafic en provenance de Grand Yoff et aux véhicules transitant par ce quartier de dégager pour relier au plus vite leur point de chute. Cerise sur le gâteau, la rampe de l'échangeur débouche sur 2x2 voies qui vont traverser Grand Yoff pour déboucher sur le rond-point Liberté 6, lequel rond-point sera transformé en échangeur pour mieux répartir le trafic. Avec l'échangeur de l'Émergence, Grand Yoff va mieux jouer son rôle de relais de trafic entre Dakar et des quartiers populeux comme les Parcelles. Mise en circulation courant juin 2016.
À Grand-Yoff, la diversité culturelle est aussi une réalité. Plus d'une dizaine d'ethnies vivent dans une parfaite cohabitation. Souvent, Diola, Serer et Manjak organisent des manifestations culturelles. Une manière pour ces communautés de se ressourcer et de perpétuer l'héritage culturel légué par les ancêtres. Fatou Diouf. Un véritable melting pot. Grand-Yoff, c'est le Sénégal en miniature. Plusieurs ethnies y cohabitent en harmonie. Serer, Diola, Manjak, Peul, Wolof, bref, ici, on vit les différences. La communauté Diola qui s'intègre dans l'ensemble des cultures qui sont représentées ici, que ce soit les cultures Serer, les cultures mandingues, les cultures Manjak. Ceci est une symbiose et permet de vivre en harmonie et présente toute la richesse du Sénégal. On ne peut pas dissocier toutes les ethnies qui sont au niveau de Grand-Yoff. La preuve, s'il y a une ethnie qui organise, donc il y a toutes les autres ethnies donc, qui s'associent. Donc on ne peut pas faire cette différence. Populaire et surpeuplé, Grand-Yoff fut créé vers les années 50. Ainsi s'implantent au fur et à mesure différentes communautés. D'ailleurs, le premier chef de quartier fut un Serer, Djegan, il se nomme. Aujourd'hui, la localité est le terreau de la diversité culturelle. Personnellement, je suis là depuis 1972. Mais avant, les parents sont là depuis 1960, dans les années 60. Ici, il n'y a que la paix. Souvent, il y a ce cousinage à plaisanterie qui prévaut ici à Grand-Yoff. Donc on peut dire que par exemple, que ce soit les Mandingues, que ce soit les Diola, que ce soit les Serer, tout le monde cohabite ici ensemble. En tout cas, c'est vraiment une merveilleuse cohabitation ici à Grand-Yoff. À Grand-Yoff, les différents groupes ethniques sont bien ancrés dans leurs traditions. Chaque communauté organise des manifestations culturelles afin de vulgariser ses us et coutumes. Les jeunes de Bassera, de temps en temps, ils organisent des semaines culturelles, des jeunes de Caillou, des jeunes de Sis, les jeunes de Kalekis, etc. Tout ça pour promouvoir la culture, pour que les jeunes n'oublient pas ce qui se faisait dans le milieu Manjak autrefois. On organise souvent des festivals, on organise également des manifestations culturelles, parfois même la circoncision. Quand par exemple on organise des cérémonies comme celle-ci, on a tendance à faire preuve de montrer la culture casamançaise. C'est ainsi qu'on fait ressortir ce qu'on appelle des kankourans et d'autres masques également, juste pour célébrer cette culture mandingue et pour prouver également à toute la communauté donc grand-yoffoise que les mandingues ont également une très bonne culture. D'autres nationalités de la sous-région sont aussi présentes dans cette localité. Des Nigérians, des Nigériens, des Togolais, des Gabonais. En tout cas, on trouve presque toutes les nationalités ici à Grand-Yoff et toutes les ethnies également. Du nord au sud du Sénégal, Grand-Yoff a puisé ce qui fait le vivre ensemble, la symbiose. La diversité culturelle, une réalité à Grand-Yoff. Nous restons dans le quartier avec ce don du sang, une initiative de Guigui Sarr, artiste chanteuse. L'objectif visé est d'accompagner les habitants à accomplir leur acte citoyen. C'est à l'occasion du festival Grand-Yoff Jotna. C'est un reportage signé Anaïs Nyanyamane. Ils sont nombreux à venir donner de leur sang. Ces hommes, femmes et jeunes de Grand-Yoff se sont mobilisés en masse tôt le matin pour accomplir ce geste plus que utile et noble. Je suis venue là pour faire un don de sang pour les personnes qui n'ont pas de sang en cas d'urgence. C'est un plaisir pour moi de venir donner de mon sang pour sauver des vies. Vous avez l'habitude de donner de votre sang? Oui, j'ai l'habitude. À ce don de sang s'ajoutent des consultations gratuites et des séances de dépistage, des initiatives pour répondre aux besoins des habitants de la localité. Aujourd'hui, on en est au don de sang, aux consultations gratuites, au dépistage contre le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Il y a aussi des pédiatres, des dentistes. Voilà, c'est un festival médico-culturel
que j'ai initié pour permettre à mon quartier d'accéder aux soins. Le maire de la localité n'est pas en reste. Après avoir donné de son sang, il s'est réjoui de cette mobilisation. C'est une très bonne chose parce que donner du sang, c'est de sauver des vies. Donc chacun d'entre nous a le devoir et le droit de donner son sang pour sauver des vies. Et je l'apprécie et j'appelle tout le monde à venir donner son sang. Le festival Grand Yoff Jotna bat son plein. Les habitants profitent de cette occasion pour donner de leur sang et s'informer sur l'état de leur santé. L'actualité internationale nous mène en France et en Irak, mais commençons par l'Égypte où les premières images des débris de l'avion d'Égypte Air ont été montrées. Anaïs Nyanyamane. Les premières images des débris d'avions d'Égypte Air sont diffusées ce samedi par l'armée égyptienne. Sur cette vidéo, on découvre un gilet de sauvetage, des morceaux de bout de siège de l'Airbus disparu en Méditerranée. Les familles des passagers et les diplomates ont été reçus à Paris par le ministre français des Affaires étrangères. Jean-Marc Ayrault les a déclaré qu'aucune hypothèse n'est privilégiée. Rués vers les pompes dans l'est de la France, de longues files d'attente se sont créées ce samedi devant les stations-service. Elles sont ouvertes malgré la décision préfectorale de limiter la distribution. Des mesures prises pour éviter la pénurie, alors que des dépôts de carburant et des raffineries ont été bloqués plusieurs jours par des opposants à la loi du travail. Vive tension à Bagdad avec de nouvelles manifestations des partisans du dignitaire chiite Mortada Sadr. Au moins 2 manifestants ont été tués et une 60aine de blessés. Ils tentaient de pénétrer dans la zone verte. Ce secteur ultra sécurisé de la capitale qui abrite notamment le gouvernement, les protestataires réclament des mesures de lutte contre la corruption. Après les attentats terroristes qui avaient fait beaucoup de victimes, Grand Bassam en Côte d'Ivoire reprend peu à peu goût à la vie. Sur place, tout est au ralenti. Les touristes ont déserté les lieux. Le Conseil des collectivités territoriales a organisé une rencontre à Grand Bassam, une manière de soutenir le peuple ivoirien. Envoi spécial Claire Diop. Le CCT a voulu tenir cette réunion à Grand Bassam pour apporter sa solidarité au peuple ivoirien suite à l'attentat du 13 mars dernier. Un vibrant hommage aux victimes des attentats terroristes. Là où les tueries ont eu lieu, l'impact est plus que visible. Plus rien n'est plus comme avant. Aujourd'hui, après l'attentat, vraiment, la ville de Grand Bassam vit la galère. En ce moment, il n'y a pas de clients comme on voulait. Avant, on avait des clients comme on avait les influences. Mais aujourd'hui, c'est la galère puisque bon, les gens ne viennent pas assez. La clientèle vient ils ont toujours peur encore. Tristesse, il faut le dire, recueillement, c'est vrai aussi que c'était pour nous autres un défi. Quand le problème a eu ici au Grand Bassam, la conférence était prévue à Grand Bassam, beaucoup se disaient quand tu parles de Côte d'Ivoire, oui, mais Grand Bassam, non. Et nous avons dit qu'en tant que jeunes leaders africains ou futurs leaders, nous devrions prouver que les terroristes ont fait quelque chose, mais nous aussi nous allons prouver que nous sommes solidaires entre nous, États africains et surtout la sous-région. Jamais la Côte d'Ivoire n'avait connu une telle situation. Le pays ne compte pas se laisser faire. On n'a pas peur, Bassam est debout, c'est une ville qui est debout. Donc ensemble, venez, on va vivre la joie à Bassam, à la plage, comme partout aussi. Ici, des innocents sont tombés. Le lieu est devenu un passage obligé pour tout visiteur. Des personnalités sont venues de partout pour déposer des gerbes de fleurs avec un seul message, plus jamais cela. Quelques mois après les attentats de Grand Bassam qui avaient fait beaucoup de victimes, dont des étrangers, la localité reprend petit à petit goût à la vie, même si le souvenir amer reste encore. En bref, en football, les éliminatoires de la CAN U20, le Sénégal a battu cet après-midi la Tunisie 2-1. Match comptant donc pour le deuxième tour aller des éliminatoires. Le match retour est prévu le 11 juin à Dakar. Rappelons que la CAN U20 se joue en Zambie l'année prochaine. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve après le générique pour donc revenir sur ce discours prononcé par le chef de l'État à l'université Nazarbayev au Kazakhstan.
Dans le cadre de sa visite officielle au Kazakhstan, le président Macky Sall s'est rendu ce samedi à l'université Nazarbayev. C'est le symbole de la grandeur des réalisations dans ce pays. Le chef de l'État y a animé une conférence sur les affinités que partagent le Sénégal et le Kazakhstan. Des valeurs comme la tolérance et le respect, des valeurs donc que les deux pays espèrent voir donc s'améliorer pour donner plus de raisons de coopérer plus efficacement. Nous écoutons le chef de l'État. Monsieur le ministre de la Culture du Kazakhstan, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de l'Université Nazarbayev, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les membres du personnel enseignant et administratif, chers étudiants, chers invités, mes premiers mots seront pour remercier mon homologue, le président Nursultan Nazarbayev, pour son aimable invitation et l'accueil chaleureux qui m'a été réservé, ainsi qu'à ma délégation. Nous sommes heureux d'être au Kazakhstan, le pays éternel, le pays des steppes, au carrefour de l'Eurasie. De Dakar à Astana, nous avons parcouru plus de 8600 km. Et malgré cette distance, nous nous sentons comme chez nous ici, parce qu'il y a quelque chose d'essentiel qui réduit la distance et qui rapproche les peuples. Je veux évoquer les affinités fortes que partagent nos peuples. Le Sénégal et le Kazakhstan sont deux pays de diversité culturelle, de foi, deux pays où un islam majoritaire cohabite pacifiquement avec d'autres religions. Nous sommes deux pays animés par l'esprit d'ouverture. Voilà pourquoi le Sénégal avait parrainé et soutenu l'admission du Kazakhstan à l'Organisation de la coopération islamique. Parce que nous étions convaincus de la contribution essentielle que votre pays pouvait apporter au rayonnement de la Oumma islamique et à la paix dans le monde. Nous connaissons en effet l'attachement du Kazakhstan à la paix. Le Kazakhstan a en effet mené avec succès un processus volontaire de dénucléarisation complète et lancé une initiative majeure avec le projet Atom Abolished Testing Our Mission pour l'abandon complet des armes nucléaires. Nous devons cela à la vision du président Nazarbayev. Et au fil des ans, le Kazakhstan a affirmé un leadership fort dans le dialogue des religions, des cultures et des civilisations. En témoigne la tenue chez vous du Congrès des dirigeants des religions mondiales et traditionnelles pour promouvoir la culture de la tolérance et du respect. En témoigne également l'Expo universelle Astana 2017. Le défi climatique auquel nous faisons face souligne la pertinence du thème d'Astana 2017. Énergie du futur, action pour la durabilité mondiale. En témoigne enfin votre candidature au Conseil de sécurité des Nations Unies, axée sur l'idéal de paix et de développement, y compris la prise en charge
de la question stratégique de l'hydraulique. Là également, nous partageons un souci commun, puisqu'au titre de son mandat au Conseil de sécurité, le Sénégal vient de tenir avec succès la toute première réunion du Conseil en formule AREA sur le thème eau, paix et sécurité. Dans ce monde exténué par la guerre, la violence et ce monde également de conflit, la volonté de paix et de fraternité humaine du Kazakhstan force le respect et l'admiration. L'histoire des relations humaines ne devrait pas en effet se réduire à une implacable juxtaposition de rapports de force, de conflits d'intérêts et de folies meurtrières. Nous devons œuvrer ensemble pour l'expression constamment revitalisée de la fraternité des peuples, au-delà de leur diversité. Ce que mon illustre prédécesseur, feu le président poète Léopold Sédar Senghor, appelait la symbiose des cultures et des civilisations qui préfigure la civilisation de l'universel. Or, aujourd'hui, les servitudes matérielles tendent à dominer la noblesse d'esprit que confèrent les valeurs éthiques et morales. Notre monde est pris dans la spirale de l'ambivalence des vecteurs du progrès, quand la technologie détruit au lieu de construire, quand elle ôte des vies au lieu de les sauver. Lorsque l'homme est coupé de la fibre émotionnelle qui anime le désir de sociabilité et de coexistence pacifique, il cède fatalement à la méfiance, à la peur et à la tentation de dominer son prochain. C'est ainsi que l'homme devient un loup pour l'homme, selon la formule de Thomas Hobbes. Alors, il perd en raison ce qui l'envahit en instinct. Il perd en sagesse ce qui l'occupe en animosité. Il fabrique plus de fusils que d'écoles, plus de bombes que d'hôpitaux, plus de missiles que de routes, de forages et de ponts. Bref, il construit plus d'engins de la mort que d'instruments pour la vie et le bien-être. Ainsi se pose à notre humanité commune la question philosophique de la finalité humaine. Que fait l'homme sur Terre? Mais là, je voudrais donner un proverbe sénégalais qui dit « Nit nitei garabam ». Contrairement à Thomas Hobbes, dans notre tradition, nous considérons que l'homme est un remède pour l'homme. Et cela devrait guider les relations dans nos sociétés. Que fait l'homme sur Terre à cette question? Votre pays a répondu par la réussite de son processus de dénucléarisation, par sa foi dans le dialogue des cultures et des civilisations et par sa stratégie de développement. Nourli Yol voit vers l'avenir. Ces réponses combinées portent les noms de paix, de développement et de bien-être comme destin de l'homme sur Terre. Le Sénégal croit fermement à ce destin. Et c'est là une autre affinité qui nous lie. Notre pays est modeste par sa superficie. 196 000 km². Sa démographie, 13 600 000 habitants. Et ses ressources naturelles, même si nous avons récemment découvert du pétrole et du gaz. Mais nous avons foi en ce qui forge l'esprit et la grandeur d'âme de l'homme.
Nous croyons à la liberté.